Florence Renard, à la NUPES, qu'est-ce qui vous dérange le plus dans cette réforme? Tout? Déjà, la méthode, c'est-à-dire qu'en réalité, il est hors de question de considérer qu'on n'a pas essayé d'instaurer un dialogue. Le dialogue, il est trop facile de dire aujourd'hui qu'il n'y aurait pas eu de contre-projet. Le dialogue, on a essayé de le proposer, que ce soit d'abord à l'Assemblée. Comme par hasard, le calendrier a été imposé pour qu'on ait un rythme. Oui, donc, mais pour vouloir instaurer ce dialogue, c'était en vous basant sur le texte de départ. Donc dans le texte de départ, vous, qu'est-ce qui vous dérange le plus? Alors, la remise en cause déjà de l'âge de départ. 60, on est passé à 62, 62, 64, 64, 66, 66, 68. On sait que ça ne va pas s'arrêter. Donc, et une application immédiate. Donc, évidemment, cet âge-là, c'est pas possible. Aujourd'hui, après avoir vécu la crise du Covid, où en fait chacun s'est dit, ce qui est important, c'est la vie pour soi, c'est sa famille. C'est ces valeurs-là où on s'est rendu compte que travailler, la vie s'arrête, elle tient qu'à un fil. Après cette sortie de crise sanitaire, on nous dit, franchement, vous adorez travailler, restez là plus longtemps. Donc non, c'est pas possible, c'est pas le moment. Et en plus, avec une crise on va dire, de l'Ukraine, financière. Enfin, quel est le timing? Quelle est l'urgence? Il y a d'autres urgences. Alors vous parliez de la méthode, le recours au 49.3, vous l'avez vécu comment? Le 49.3, c'est un déni de démocratie. C'est-à-dire que, oui, on nous a imposé un rythme, on nous a imposé un calendrier. Qui est le maître des horloges? Effectivement. Et on nous montre encore, et cette démonstration-là d'utilisation du 49.3, qu'en fait, on n'écoute rien. Jusqu'à présent, dans la rue, j'ai envie de dire qu'on a été, on va dire, gentil, on a été effectivement conciliant. Les mobilisations précédentes se sont déroulées sans heure. À partir du 49.3, on voit bien que là, tout le monde a compris qu'effectivement, le ton a changé. Mais alors, vous parliez de tentative de dialogue, mais en même temps, à l'inverse, beaucoup reprochent à la NUPES et en particulier aux députés de la France Insoumise d'avoir quelque part bloqué le processus démocratique de débat à l'Assemblée nationale en déposant des milliers d'amendements. Alors, c'est pour gagner du temps et pour montrer que les seuls outils qui nous sont proposés sont ceux qui ont été imposés par les règles constitutionnelles. Le 49.3, c'est à l'avantage du gouvernement. Comme par hasard, les amendements qu'on essaye de déposer, on nous les reproche. Donc ça aussi, c'est un double discours. Le dialogue, on l'a demandé. Combien de fois l'intersyndicale a demandé à être reçu? J'ai envie de dire que c'était déjà un geste qui coûtait rien. L'intersyndicale n'a pas été reçue une seule fois à l'Élysée. Ça, c'était un geste fort, qui coûtait rien, qui permettait une politique de la main tendue. Avant de bloquer et avant de sortir le joker 49.3. Quel est notre joker à nous? Un référendum d'initiative, effectivement, ça va être ça? Enfin, on ne sait pas effectivement ici ce que Macron attend de l'opposition. Alors, suite au 49.3, il y a eu évidemment motion de censure. Celle du groupe Lyotte a dépassé tous les pronostics en étant rejetée finalement qu'à 9 voix près. C'est rageant? Non, mais c'est... voilà. C'est-à-dire que 9 voix, c'est rageant, d'autant plus qu'il y a quand même beaucoup de députés qui savent qui ont voté pour eux, alors que effectivement, on n'a pas voté pour, mais contre une liste. Donc, tous ces députés qui ne sont pas des députés de la gauche, qui ne sont pas des députés du RN, mais qui, en fait, ont été élus parce qu'on a voté contre les partis extrémistes fascistes, eh bien, aucune reconnaissance. Un déni complet de leur légitimité. Alors du coup, depuis jeudi, la date du recours au 49.3, la mobilisation contre la réforme des retraites prend un nouveau tournant, vous l'avez dit, avec des manifs cette fois qui sont spontanées, avec plus de colère, avec aussi parfois de la violence. Vous en dites quoi? Alors, d'abord, retenons que Macron a dit « tant qu'il n'y a pas de mort, je reste sur mes positions ». C'est quand même aberrant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à des extrémités et qu'il y ait mort d'homme pour qu'on entende la rue. Donc ça déjà, j'ai envie de dire, en soi, c'est une provocation. Ensuite, d'un autre côté, ça signifie quoi? Effectivement, la mobilisation, là, elle est spontanée parce qu'on a été gentil, on a défilé dans les clous, on déclare les manifestations, on déclare le défilé. On dit, bon, on va partir de là, on va aller là, et puis, pourquoi? Pour rien. Donc c'est clair qu'à un moment, dans la NUPES, il y a une union de toutes les gauches, et
aussi, effectivement, dans les syndicats, l'union de tous les syndicats, l'intersyndical, c'est devenu effectivement quelque chose qui va au-delà des couleurs politiques. Les réformes ici qui sont proposées ne sont pas du tout dans un timing et on a besoin de plus de temps pour rediscuter ou commencer à discuter. Est-ce que quelque part le combat a été perdu par les politiques avec cette histoire de 49.3, de motion de censure pas votée, etc. et que du coup ce combat doit être remporté par la rue? C'est la seule issue, c'est la seule qui nous reste et la seule qui est en fait donnée. Et c'est en fait une provocation et un déni de démocratie. C'est une provocation du gouvernement pour dire qu'en fait, eux, ils sont dans leur poste, dans leur position, et que effectivement, ils vont nous essouffler. Ils pensent qu'effectivement, à la 10e journée de mobilisation, à un moment ou à un autre, il n'y aura plus d'argent dans les caisses et les salariés retourneront travailler. Et je pense que c'est un leurre. N'oublions pas que si d'un seul coup, effectivement, il y a un réveil démocratique, c'est facile d'écouter, de démissionner. Ça coûte rien à personne de démissionner de son poste. Dans les manifestations, un peu au niveau national, beaucoup au niveau régional et énormément au niveau local, on a l'impression qu'il y a très peu de jeunes. Vous n'avez pas réussi à les sensibiliser à ce combat? Alors, on n'est pas les maîtres du calendrier et j'ai envie de dire, comme par hasard, effectivement, la réforme arrive à un moment où pour les universités, c'est la fin de partiel, c'est la préparation du bac dans les lycées et ce sont les examens pour effectivement les passages d'année. C'est la période de révision. Et je me dis, tiens, quand même, effectivement, c'est pas évident de mobiliser des gens qui mettent en jeu leur avenir. D'un autre côté, ces étudiants-là, au contraire, ils viennent après le 49.3 de réaliser que la démocratie ne peut pas forcément passer par les urnes et qu'il faut être dans la rue. Donc il y a un réveil. Ils n'étaient pas là sur les premières journées de mobilisation. Ils se réveillent ici. On voit ce qui se passe à Strasbourg, notamment parce que c'est vraiment une ville universitaire. Aujourd'hui, je précise effectivement qu'il y a des mouvements qui naissent, des balbutiements au niveau des universités, mais je ne désespère pas que la jeunesse rejoigne aussi les syndicats dans la rue. Alors il y a la pression de la rue. Quelles sont les autres pistes encore exploitables pour empêcher que cette réforme devienne effective? La question qu'on peut se poser, c'est dans quel régime de démocratie sommes-nous? Est-ce un régime présidentiel? Si c'est un régime présidentiel, en fait, c'est pas compliqué. Le président ne promulgue pas cette loi et l'affaire est réglée. On ne va pas attendre trop non plus du Conseil constitutionnel, parce que si les sages du Conseil constitutionnel étaient de gauche, on le saurait. Au mieux, il y en a un et encore. Donc effectivement, ici, si Macron veut défaire ce qu'il a lancé, eh bien, il le peut. Le pouvoir est dans ses mains. Et ça serait sous la pression de la rue. Exactement. Sinon, la piste, vous l'évoquiez d'ailleurs tout à l'heure, la piste du référendum d'initiative partagée, vous y croyez, c'est possible? Alors, sur le principe, il faut la tenter. Sur le principe, il faut la tenter. J'ai envie de dire, il faut utiliser toutes les armes qui sont en possession de l'opposition. Peut-être que les députés qui n'ont pas soutenu effectivement la motion de censure vont se réveiller. Mais il faut tout tenter. J'ai envie de dire, rien n'est exclu. Alors on le constate encore aujourd'hui, la mobilisation continue. Quelles seront les prochaines actions? Est-ce que vous avez des choses déjà de programmées? Alors, il faut bien savoir que moi, je représente, on va dire, le courant politique. La NUPES, c'est une alliance, effectivement, de partis. Aujourd'hui, les actions ici sont des actions des syndicats. Donc, je soutiens effectivement l'intersyndicale et nous sommes mobilisés en tant que militants, on est sur le terrain. Mais l'initiative, c'est vraiment l'intersyndicale et les syndicats qui décident des actions. Donc nous, on est un peu avertis, on les rejoint et c'est vraiment entre eux que ces décisions sont prises. Donc là, il y a des défilés cet après-midi, notamment sur Metz. Mais nous, on suit un rythme qui, pour le coup, est donné par les travailleurs. C'est une réforme quand même qui concerne les travailleurs, donc on n'est pas surpris que l'initiative vienne des syndicats. Oui, effectivement, manifestation départementale cet après-midi, départ à 14h à Metz. Merci d'être venu témoigner en direct sur Mosaïque Cristal.